Geneviève Boucher, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous. C'est vrai qu'on aurait aimé vous écouter à Toulouse et partager avec vous. C'est la raison pour laquelle c'est une sorte de session de rattrapage pour nos amis. Dites-nous, Geneviève Boucher, et pour les publics qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez faire une petite présentation. Alors, j'ai une double formation dans le domaine de l'informatique et des télécoms. Et pendant mes études que j'ai faites à Dauphine, j'ai eu une préparation aux fonctions de commissaire au plan, ce qui me donne une culture de géopolitique et en particulier d'économie et télécom. Ce qui, par les temps qui courent, est une double compétence particulièrement précieuse. Alors justement, les temps qui courent, quelle réflexion ça vous inspire cette période de Covid actuellement? Est-ce que vous en avez connu dans votre parcours? Non, aucune grande épidémie parce que l'Europe a été très épargnée. Elle n'a pas eu le SRAS ou des choses comme ça. Le dernier traumatisme, c'était la grippe dite espagnole, mais les drames qu'elle a fabriqués se sont fondus un petit peu dans la dernière guerre mondiale. Et puis, il y a eu beaucoup de déni sur la manière dont ça a été traité, donc on ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, toutes les épidémies, et la Covid-19 est dans le même cas de figure, révèlent des choses qui étaient latentes. Hein. Donc, ne fait que faire franchir une étape à des notions que l'on connaissait. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans les années 2016-2018, j'avais fait dans le cadre de la Société française de prospective, une étude dans laquelle on avait dit on va penser à l'envers de la pensée ambiante qui dit que tout le monde va habiter dans les villes. Donc nous, on va dire qu'au contraire, les gens arrêtent d'aller s'agglutiner dans les villes. Donc, dans un premier temps, on a dit, est-ce que cette hypothèse fait sens? La réponse a été oui. Et donc, la deuxième partie de l'étude disait, bon, alors, si la réponse est oui, qu'est-ce qu'on en tire comme avantage? Enfin, comment on transforme cette mutation? Parce que si les gens ne veulent pas rester dans les villes, ils ne restent pas dans les villes, hein, on ne va pas leur taper sur la tête. Donc, quel avantage on tire de cette mutation? Et ensuite, comment on s'y prépare? Voilà. Et la Covid a démontré que justement, les gens, tout d'un coup, disaient, puisque je peux télétravailler, pourquoi je reste dans un rez-de-chaussée 37 mètres carrés avec mes 4 enfants, à côté d'un feu rouge où j'ai une pollution sonore et pollution générale maximum. Je m'empresse d'aller dans un petit cabanon un peu plus loin, mais entouré de jardin au moins, hein, voilà. Et avec quelques mètres carrés en plus. Est-ce Voilà. qu'on peut dire alors que le numérique, que le Covid a été un formidable booster pour le numérique? Alors, pour ce qui concerne le numérique, il a été, moi, je bois du petit lait parce que je dis depuis maintenant, j'ose plus donner le chiffre, mais plusieurs décennies, on va dire, que le numérique qui nous est imposé, c'est un numérique qui n'est pas fait pour nous, les Européens, et nous, les Africains. Hein, j'assimile l'Afrique, et puis tout à l'heure, on verra pourquoi je fais un nous global, hein, parce que ce n'est pas notre culture. C'est un numérique qui est de droit californien. C'est un numérique qui est entaché d'une histoire qui n'est pas du tout la nôtre. Et Total, il ne nous convient pas. Et on a vu tout d'un coup les gens s'emparer cette fois-ci de plus en plus sérieusement de la notion de souveraineté numérique. Évidemment, la souveraineté numérique devient essentielle. Hein. Le numérique qui nous est imposé, qu'on appelle les GAFAM et l'alter ego Batix et chinois, c'est d'abord et avant tout une arme d'influence massive.
Nous, les continentaux, puisque l'Europe, c'est un continent qui n'est pas insulaire, et l'Afrique, c'est un continent qui n'est pas insulaire du tout, la vie ne s'arrête pas avec le commerce et elle représente bien plus que ça. Nous avons une continuité culturelle qui est très profonde, qui se compte en dizaines de siècles, en 50, 60, 100 siècles à peu près. On a du mal à chiffrer tout ça. Bon, on a des différences entre l'Europe et l'Afrique. Hein. Nous, on est stoïciens, l'Afrique est plutôt animiste, mais on n'a pas tellement de mal à se comprendre. Et même à beaucoup d'égards, nos cultures se croisent. Et donc, on a beaucoup à faire. On a en commun une manière de faire société. C'est des royaumes qui se font la guerre, et de cette guerre, elles en tirent des progrès, quelquefois des régressions, mais derrière ces régressions, il y a des progrès. Moi, je suis complètement admirative de voir la manière dont le Rwanda rebondit. C'est juste spectaculaire. Tout à fait. Le Botswana aussi. Le Botswana. Le Maroc. Hier, on parlait de la Mauritanie. Elle se bat comme elle a choisi de se battre, mais elle se bat. Tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, nous sommes en train de parler via Zoom. C'est un outil américain qui a été développé comme Facebook et d'autres outils qui nous permettent de communiquer. Et vous avez aussi une position, je dirais, pas négative, puisque vous parlez d'un numérique qui aide dans la vie quotidienne, qui rapproche les gens, et du numérique dont vous venez de parler. Donc, juste pour bien poser le problème, la dernière guerre mondiale ne ressemblerait pas à ce qu'elle a été sans le recours aux machines IBM. Sans le recours aux machines IBM, il n'y a pas les déportations et il n'y a pas le débarquement. Donc, deux faits marquants de la dernière guerre mondiale. Le général de Gaulle, qui avait assisté à tout ça, il avait parfaitement compris ce qu'il en était, et il avait demandé aux ingénieurs français, et il se trouve que moi j'ai eu la charge d'en piloter une partie importante, hein. On avait comme feuille de route d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique pour rendre la France efficace. Et quand les Américains nous ont demandé d'interrompre nos travaux, moyennement des arrangements assez sordides d'ailleurs, on l'a fait. On leur a donné nos souches de logiciels, on a donné nos études. On avait fait énormément d'études sur les comportements des gens qui se cachent derrière un écran et un clavier. On savait déjà énormément de choses. Ils nous ont beaucoup interrogés d'ailleurs, hein, et ils en ont fait l'Internet que l'on connaît. Et eux, leur feuille de route, c'était maîtriser la population mondiale. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même feuille de route. Hein, et tous les indices que nous avons quand on regarde où on en est aujourd'hui avec ce numérique, on a exactement ce problème. Hein. Par exemple, l'exemple que je cite le plus souvent, c'est qu'avant de faire le Minitel que certains ont encore en mémoire, on avait fait une petite expérience sur une zone géographique autour d'une commune qui s'appelle Vélizy. Et à Vélizy, on avait mis le mail que l'on connaît et que tout le monde utilise. Et quand on a généralisé, on a supprimé le mail. Et on a supprimé le mail parce que on s'était aperçu que les gens communiquaient sans filtre, plutôt pour le pire que le meilleur. Et ils ne se comprenaient pas, ils s'injuriaient, ils parlaient dans leur bulle, et total, ils se fâchaient, etc., etc. Donc, on l'avait supprimé. Et ensuite, on a essayé de réintroduire de l'échange, parce qu'on voyait bien que c'était un outil d'échange entre les personnes. On a utilisé les messageries roses parce qu'avec les messageries roses, on avait des possibilités de contrôle. En particulier, ce que les gens ne savaient pas, c'est que quand ils discutaient
soi-disant entre eux, en général, ils avaient une péripatéticienne à la retraite derrière eux, qui regardait si le monsieur, parce que c'était plutôt des hommes, était un peu agité, alors on le laissait avec des faux interlocuteurs. Et quand ça allait, on le mettait avec des vrais interlocuteurs. Parce que, voilà. Et donc, on a énormément appris. Et après, quand les Américains ont avancé d'une case avec l'Amérique, on leur a dit, faites attention, les gens se comportent sans filtre et ça peut donner à peu près n'importe quoi, mais plutôt de la violence. On n'est pas déçus du résultat. Voilà. Donc, tout ça pour dire que leur numérique à eux, c'est un numérique qui a été dessiné il y a plus de 30 ans maintenant. Il a une architecture du XXe siècle qui est très centralisatrice. Or, en informatique, on sait que les systèmes se calcifient et un système centralisateur, il va forcément se calcifier. Les machines IBM qui ont fait la puissance d'IBM que l'on a connue, hein, c'est ce qui leur est arrivé. Et là, les GAFAM, c'est ce qui va leur arriver. Alors, ça leur arrive sur des plans techniques, sur des plans juridiques, sur des plans d'acceptation du public, etc., etc. Et nous, en Europe, et en Afrique, je reviens sur le sujet précédent, Voilà. on est une mosaïque de petits royaumes. C'est notre mode de fonctionnement, c'est aussi notre représentation géologique. Hein, les royaumes, ils sont, les régions, les royaumes, etc., ils ne sont pas dessinés par un géomètre, hein, ils sont dessinés par la géographie. Voilà. Et donc, il nous faut au contraire un système modulaire. Et d'ailleurs, on va aller vers des gouvernances. On voit bien l'Afrique qui s'organise et l'Europe également s'organise dans un mode de gestion qui est ce que l'on appelle organique, c'est-à-dire des cellules qui sont en interaction les unes avec les autres et qui mettent en commun un certain nombre de décisions qui peuvent s'appliquer sur l'ensemble de la communauté et des façons d'accepter que dans telle communauté, ça marchera un peu différemment, donc on personnalise un petit peu, etc. etc. et on essaye d'avoir un ensemble cohérent. Un peu comme le corps humain, il y a plein d'organes, il n'y a aucun organe qui dirige tous les autres organes. Il y a des systèmes de régulation, c'est en particulier l'ensemble du système hormonal, hein, mais il n'y a pas un organe qui dirige tout. Hein, comme nous avons les GAFAM qui centralisent toutes les données qu'on puisse avoir sur chacun de nous. Vous êtes une décodeuse du numérique et c'est vrai que le fait de comprendre comment ça marche, c'est très important. Vous m'avez aimablement dédicacé cet ouvrage hier. Quel est votre objectif en le publiant en ce moment? Alors là, c'est un livre qui repart un peu de la démarche que j'avais fait dans le cadre de l'étude sur l'urbanisation. Est-ce que si on faisait l'inverse, ça marcherait mieux? Là, cette fois-ci, c'est une étude qui se pose la question suivante, c'est une toute autre question. Hein. Et si nous étions en train de sortir de la sédentarisation, dont le dernier chapitre aura été l'ère industrielle. Parce que la sédentarisation, c'est l'homme qui décide d'arrêter d'être nomade pour pouvoir faire des gros monuments qui prenaient beaucoup de temps à fabriquer. Donc, il ne pouvait pas interrompre son chantier tous les 3 mois. Et donc, il a essayé de mettre autour de lui donc l'agriculture et puis l'artisanat pour construire des outils, du coup les bijoux et puis les armes et puis voilà, pour pouvoir rester à poste fixe, mais il a cherché à satisfaire les besoins primaires de ces gens qui construisaient ces monuments. Et aujourd'hui, avec l'ère industrielle, et les mécanismes financiers qui ont permis le développement de cette ère industrielle, on a réussi à aller très très loin dans la capacité à satisfaire les besoins primaires des individus. Et aujourd'hui, à peu près chaque continent est potentiellement capable de fabriquer ses yaourts, ses chaussettes, ses billets d'avion, etc., etc. Et l'homme poursuit inexorablement son évolution. Et donc, ses priorités maintenant,
on le voit bien auprès des générations qui arrivent, il suppose que les besoins primaires, bon, ben, si on se donne la peine, on peut à peu près nourrir tout le monde, habiller tout le monde, soigner tout le monde. Hein, et donc, on a d'autres priorités. Et ces priorités, elles sont dans le bien commun, c'est-à-dire tout ce qui concerne la famille, la culture, le savoir, l'innovation, tout ce qui concerne la démocratie, parce que la démocratie aujourd'hui, c'est une démocratie totalement expéditive. Hein. Les citoyens, on leur demande une fois tous les 4 ans d'aller dans un bureau de vote, mettre une urne. Hein, et moi qui ai tenu souvent des bureaux de vote, je vois bien que les gens lisent à côté de l'urne le prospectus de chaque candidat et choisissent. C'est pas sérieux. Hein. La démocratie, pour que ce soit réellement bien fait et qu'on aille vers une société de type organique, il faut y consacrer du temps. Il faut que les gens se forment, s'informent, discutent entre eux, décident, suivent le résultat de leurs décisions, etc., etc. Et une bonne démocratie, ça va être une démocratie qui s'occupe de son vivre ensemble et de son économie locale, qui met son économie locale en interaction avec les économies voisines, et petit à petit, on fait région, ensuite on fait nation, ensuite on fait zone géopolitique, etc., etc. Et ça, c'est un mode de fonctionnement pour lequel l'Europe et l'Afrique a tous les fondamentaux culturels, historiques qui vont bien pour aller vers ce type d'organisation. Donc, au fur et à mesure qu'on va s'adresser à une population de mieux en mieux éduquée, de mieux en mieux soignée, évidemment, hein, c'est le prérequis, et globalement proprement équipée, en particulier en termes de mobilité, on va pouvoir déployer ce type de société. Donc, famille, savoir, innovation, culture, etc., démocratie et spiritualité. Parce que nous avons une civilisation à reconstruire. La spiritualité a été très, très malmenée. On en voit aujourd'hui tous les méfaits. Hein. Et quand les gens vont très régulièrement à la mosquée, à l'église, à la synagogue, au temple, je ne sais pas où les gens chantent ensemble, psalmodient ensemble, ils se synchronisent, ils font, en français on dit faire paroisse, hein, ils font paroisse, et c'est biologiquement démontré, hein, cette communion. Et puis, on leur répète qu'il ne faut pas tuer son voisin, il faut même, quand on voit que ça barbote un peu chez lui, voir si on pourrait l'aider, etc., etc. Bon, nos villes ne sont pas outillées pour faire ça. Voilà. Justement, alors, dans votre livre, vous parlez du rôle des think tanks. Oui, tout à fait. C'est un bon indicateur pour vous qu'il y ait des think tanks dans les pays? Tout à fait. Alors, c'est quelque chose de nouveau parce que l'ère industrielle a essayé de capter la capacité à innover. Et elle a dit, ben voilà, on peut innover dans les laboratoires, donc les laboratoires qui font de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, et puis voilà. Or, en fait, quand on regarde toutes les grandes innovations de tout temps, hein, on voit bien que l'innovation, elle résulte souvent de la sérendipité. C'est souvent un ingénu qui dit, mais on dit tout le temps ça, 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 mais au fond, finalement, on pourrait penser autrement, etc. Et donc, il faut des lieux où on peut faire se rencontrer des érudits, des ingénus, des gens qui ont des visions, des intuitions, et qu'ils les frottent avec des sachants. Et voilà. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est on sait bien que ce ne sont pas les marchands de chandelles qui ont inventé l'ampoule électrique.
Hein. N'empêche que au bout du bout, l'éclairage, ça s'apprend et il faut le savoir de tout le monde. Alors pourquoi est-ce que cette notion alors moi j'ai utilisé le mot think tank, on me le reproche d'ailleurs, sauf l'équipe qui a traduit le livre en anglais, ils étaient contents avec ça. On me dit d'utiliser plutôt le terme de cercle de réflexion, parce que l'étape que nous sommes en train de franchir fait que nous devons nous adapter à la complexité. Pour terminer la sédentarisation avec cette fameuse ère industrielle, on a au contraire progressé en simplifiant la vision que nous avions des problèmes pour pouvoir les rendre manipulables par quelques décideurs. Hein. Mais aujourd'hui, on voit bien que les progrès que nous allons avoir à faire vont nécessiter de rentrer beaucoup plus dans les détails de la complexité. Voilà. Alors, juste une chose très importante, c'est que ce livre que vous avez montré tout à l'heure, il parle essentiellement du pacte social et des monnaies. Hein. Donc, la première partie du livre est construite comme l'étude précédente. Est-ce que cette hypothèse de l'ère industrielle, c'est le dernier chapitre de la sédentarisation? Donc oui, voilà tous les signes qui nous donnent à penser que la réponse est oui. Alors, dans la seconde partie, quels sont les outils qu'il faut que nous mettions en œuvre pour y arriver? Et ce livre raconte la chose suivante. Aujourd'hui, quand on dit économie, en réalité, on dit économie productive, c'est-à-dire l'économie de l'ère industrielle, qui est une époque totalement marchande. Et on a une économie qui est basée exclusivement sur la marchandisation d'à peu près tout. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle plafonne, parce qu'aujourd'hui, le progrès réduit les coûts de production et les évolutions sociétales font que le consommateur veut consommer moins mais mieux. Donc, les règles économiques sont en train de se disloquer. Elle ne fonctionne plus et c'est sans retour, ça ne va pas s'arranger. Il ne faut pas croire qu'on est en crise. Non, non, c'est beaucoup plus grave que ça. Voilà. Et on voit que la création de valeur vers lesquelles les générations montantes veulent se tourner, c'est ce qu'on appelle l'économie contributive, dont on a parlé tout à l'heure, qui contient toute la création de valeur que nous avons, en faisant dans le cercle familial des individus de bonne qualité, si je puis dire, hein, c'est-à-dire qui peuvent grandir dans la sérénité, acquérir du savoir-faire, mais surtout du comportement, hein, parce que le comportemental va devenir extrêmement important, c'est-à-dire qu'il est important de se comprendre soi-même et il est important d'apprendre à comprendre les autres, parce qu'on va vers une société qui est très coopérative, tout ce qu'on veut. Hein, et donc, si l'individu ne se comprend pas lui-même, il a du mal à comprendre les autres. Alors, comment il va faire pour être en interaction avec les autres s'il y a le misfit à tous les étages? Voilà. Donc, ensuite, il y a le partage du savoir, la démocratie au sens où on l'a défini tout à l'heure, et le rôle de la spiritualité pour permettre aux individus de faire cohésion et faire des choses ensemble. Voilà. Et donc, tout ceci nous amène à dire il faut trouver le moyen de réorienter le temps libéré par la robotisation vers la création de valeur dans l'espace contributif. Sauf que dans l'espace contributif, la création de valeur qui est faite a un comportement inverse de la création de valeur qui est faite dans l'espace productif. Dans l'espace productif, la création de valeur se détruit avec le temps et à l'usage, mais dans l'espace contributif, elle se bonifie avec le temps et à l'usage. Donc, il nous faut aller vers des multimonnaies et c'est toute une explication sur ces mécanismes beaucoup plus complexes, mais beaucoup plus prometteurs pour une société plus mature. C'est très bien, merci beaucoup. Pour finir, quelle est la part africaine que vous avez? Tout à l'heure, vous parliez d'un nous euro-africain.
Alors, Oui. chez Geneviève Boucher, quelle est la partie africaine? Affective surtout. Mon fils habite en Afrique, donc j'y vais régulièrement. Comme enfin, de par ses fonctions, il déménage tous les 4 ans, donc ça me permet de voir un peu différents espaces de l'Afrique. Mais surtout, moi, évidemment, j'ai une vision plus anthropologique des choses. Et quand on regarde la façon dont l'homme, euh, de ce qu'on en sait aujourd'hui, hein, mais on a quand même beaucoup de signes qui nous le confirment, on a une très grande continuité culturelle euh, qui part de l'Afrique, qui remonte vers le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est la plaque tournante, c'est la route de la soie historique, hein, où la civilisation a commencé à prendre forme. Hein. L'Europe, on lui attribue la démocratie, mais la démocratie, elle a été expérimentée au tout début au Moyen-Orient. Hein. Et puis ensuite, la population poursuit son évolution, d'une part vers l'Asie et d'autre part vers l'Europe. Mais avec le bassin méditerranéen, les liens sont bien plus continus. Hein. En particulier, l'époque romaine avait quasiment banalisé les liens avec l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud. Hein. Voilà. Ce qui fait qu'on a beaucoup à partager, des querelles, hein, comme des aventures merveilleuses, des contes, voilà. Très, très bien. Vous serez avec nous à Nouakchott l'année prochaine. Vous connaissez pas donc vous connaissiez pas la Mauritanie. Donc, Non, j'y suis jamais allée. Ouais. voilà. Donc, Ouais. vous serez la bienvenue avec nous pour partager justement ces excellentes analyses qui placent dans l'axe de l'histoire courte, moyenne et longue ce que nous faisons aujourd'hui. Et l'Afrique est le continent des jeunes et les jeunes ont besoin de savoir d'où ça vient et où ça va pour bien se situer. Oui, ouais, ouais. Je m'occupe beaucoup de startups et il y a eu toute une époque où j'ai eu beaucoup de startups africaines et j'étais assez émerveillée de voir la convergence de ressentis alors que ils avaient chacun des parcours un peu différents, mais les jeunes Européens et les jeunes Africains ressentent cette évolution vers l'ouverture vers cette économie dite contributive. Hein, il y a quelque temps, Nicolas Dufour, qui dirige la BPI, avait dit dans une réunion un peu restreinte, hein, je reçois plus de la moitié des dossiers qui concernent, il l'a dit avec ces mots, mais qui concernent l'économie contributive, et moi, je ne peux pas les financer. Et moi, je me souviens, quand je m'occupais de l'accueil des porteurs de projets à Dauphine Business Angel, les Africains, la part était encore supérieure de projets qui concernent le bien commun. Petit point extrêmement important, c'est que si le monde tel qu'il tourne aujourd'hui a été favorable aux grands marchands, hein, les marchands de la City qui ensuite se sont déplacés, enfin se sont répliqués sur Wall Street et qui ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, une certaine mondialisation. On voit bien que le chapitre suivant va profiter aux nations qui ont réussi à développer un terreau socio-éducatif et culturel de très haut niveau, c'est-à-dire un vivre ensemble de très haut niveau. Hein. Donc, développer cette économie contributive qui amène à se poser des questions complètement nouvelles, qui amène à faire une monnaie bipolaire qui a des modes de fonctionnement très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui, donc des sujets sur le plan mathématique et socio-économique extrêmement intéressants. Les nations qui vont commencer à aller vers cette diversification
vont être sans conteste celles qui vont sortir le plus vite possible de la situation un peu bâtarde que l'on a. Il y a une certaine urgence, je précise, parce que la robotisation va très très vite, puisqu'elle permet de rééquilibrer le problème des usines du monde, etc., etc. Or, la robotisation effondre la classe moyenne. Et pendant l'ère de la sédentarisation, la stabilité des civilisations a reposé sur la stabilité des classes moyennes. Actuellement, les classes moyennes se disloquent. On le voit très clairement en Europe. Il y a quelques-uns qui montent vers la classe des nantis et le reste descend vers le bas avec une accélération de la pauvreté. Donc, il faut vraiment aller très, très vite sur ces sujets de diversification de notre vision de l'économie. Merci beaucoup. D'ailleurs, hier, vous avez eu la gentillesse de conseiller un jeune entrepreneur d'Afrique du Nord qui lance un portail pour le commerce, Tijara Pro. Donc, mille merci. On se donne rendez-vous à Nouakchott donc dans 11 mois, le 20 et 21 novembre. Et d'ici là, comme on dit chez nous, Inch'Allah, si Dieu le veut, parce que vu les conjonctures que nous vivons, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, on est vraiment dans un pilotage à vue. On planifie au jour le jour. Et quel paradoxe, il y a à peine 2 ans, on se croyait éternel, omniprésent, omnipotent, et aujourd'hui, on a besoin d'un papier pour sortir de la maison, pour faire quelques centaines de mètres, et pour rentrer, on a besoin de passes partout, de passes sanitaires, de passes vaccinales, etc. C'est une époque que je ne qualifierais pas de formidable, mais incroyable. Petit détail supplémentaire, la donnée devient au moins aussi importante que la monnaie. La monnaie repose sur la confiance et la donnée doit reposer sur la confiance. L'Afrique a à peu près toute son infrastructure de données à construire. C'est sa chance à elle, c'est sa chance. Et l'Europe parce qu'elle a été exclue de l'évolution du développement des GAFAM, c'est-à-dire qu'elle a été invitée à fabriquer des startups qui ont été agrégées dans les GAFAM. Donc, elle a du savoir-faire, mais elle ne l'a pas fait pour son propre compte. Et maintenant, elle va le faire pour son propre compte. Et c'est plus facile de le faire en Afrique, où les institutions ne sont pas encore très fortement numérisées de briques et de broc. En France, par exemple, la numérisation pose beaucoup de problèmes parce que notre informatisation elle est faite de briques et de broc. Elle est faite de plein de chapitres de l'informatique des années 60 à aujourd'hui, avec des trucs qui ne s'interfacent pas bien, des architectures qui sont bancales ou des choses comme ça. Et créer une synergie entre l'Europe et l'Afrique, je crois que c'est vraiment l'opportunité avec un O majuscule pour se préparer au XXIe siècle. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup Geneviève. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année en famille et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.